Voix pour varier les plaisirs. Bonjour ChatGPT. Bonjour Sonia. Première question très simple, qui es-tu? Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Je suis capable de comprendre et de générer du langage naturel pour répondre à des questions et accomplir des tâches liées au langage. Quel âge as-tu ChatGPT? Je suis un programme informatique, je n'ai pas d'âge. J'ai été créé en 2020 et mon savoir s'étend jusqu'en 2021. ChatGPT, as-tu un visage? Non, je suis un programme informatique, je n'ai pas de visage physique. Je suis un logiciel qui fonctionne sur des ordinateurs. Je n'ai pas de forme physique ou de visage visible. Voilà, et je le répète, tu n'as pas de voix, d'ailleurs on va te faire parler autrement. Comment as-tu appris toutes ces choses? Mon entraînement consistait à analyser de grandes quantités de textes en langue naturelle provenant d'Internet, de livres, de journaux et d'autres sources, pour apprendre à comprendre et à générer du langage. Ainsi, je suis capable de comprendre et de générer du langage de manière très similaire à celle d'un être humain, mais je suis beaucoup plus rapide et plus efficace pour traiter de grandes quantités de données. Alors on va tester avec ce que j'ai sous la main. ChatGPT, il est sorti du studio, on peut y aller. As-tu déjà entendu parler de Nicolas Demorand? Oui, je connais Nicolas Demorand. Il est un journaliste français, animateur radio et chroniqueur, connu pour avoir animé le 7/9e sur France Inter. Il est considéré comme un journaliste de gauche, engagé et ayant un style direct et acerbe. Il est aussi un écrivain et a publié plusieurs livres qui ont été plutôt bien accueillis par la critique. Bon, alors tout n'est pas complètement exact là-dedans. Et Léa Salamé, tu connais? Oui, je connais Léa Salamé, c'est une journaliste et animatrice française. Elle est surtout connue pour avoir animé des émissions de débat et d'actualité sur France 2 et France Inter, notamment On n'est pas couché, aux côtés de Laurent Ruquier, Le Grand Journal, sur Canal+, et 28 minutes, sur Arte. Elle est également une chroniqueuse pour des magazines tels que l'Obs et Le Point. Elle est considérée comme une journaliste talentueuse, qui a su s'imposer dans un milieu très concurrentiel, et qui est reconnue pour son intelligence, son éloquence et son sens de l'analyse. Bon alors du coup, je demande pas à ChatGPT ce qu'on dit de moi parce que ça va être beaucoup moins élogieux que sur Léa. Ce qui m'intéresse évidemment dans ce qu'a dit ChatGPT, c'est que là-dedans il y a plein de petites erreurs. Nicolas Demorand par exemple n'a pas écrit des livres, il n'y a pas d'article critique sur les livres de Nicolas Demorand. Léa n'a jamais animé le Grand Journal. Léa n'a jamais animé 28 minutes sur Arte. Alors pour comprendre ce que tout ça est fascinant et en même temps de très limité, j'ai invité un humain. Bonjour David Chavalarias. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris. Vous êtes auteur d'un livre absolument passionnant sur lequel je vous avais interviewé qui s'appelle Toxic Data, qui est paru chez Flammarion, où vous montrez très bien comment nos démocraties sont à la merci des robots qui génèrent des messages sur les réseaux sociaux, donc de ces intelligences artificielles-là qui vont pouvoir influer sur les opinions. Évidemment, on va en reparler. Mais d'abord, un peu de pédagogie. En quoi ChatGPT est aussi performant et à la fois aussi limité? Alors, il faut bien comprendre que ChatGPT fait partie des systèmes informatiques qui vont apprendre des régularités. Donc, ils vont lire des grandes quantités de textes. Ils vont essayer de deviner, après un mot, quel est le mot le plus probable. Donc, ils vont travailler en probabilité. C'est des statistiques. C'est des statistiques. Et donc, en fait, ChatGPT n'a aucune compréhension de ce qu'il dit. Juste, il essaie de maintenir une régularité par rapport à ce qu'il a vu par le passé. Et donc, par exemple, là, on a vu qu'il s'était trompé sur Nicolas Demorand ou Léa Salamé, parce qu'il a lu que c'était des journalistes, et il sait par ailleurs que souvent, les journalistes écrivent des livres. Alors, il a raconté que probablement, elle avait écrit des livres ou qu'il avait présenté dans telle ou telle émission, mais sans aucun souci de savoir si c'est vrai. Le seul souci, c'est de savoir si c'est probable, étant donné ce qu'il a déjà vu. D'accord. Et donc, ça dépend aussi beaucoup de ce sur quoi on l'a entraîné. C'est ça. Et donc, vous l'avez déjà pris la main dans le sac, ChatGPT, à commettre des confusions énormes? Bien sûr, hein, si vous lui demandez pourquoi tel prix Nobel, par exemple, qu'est-ce qu'il a dit sur la vitamine C, alors que c'est un sujet qu'il a abordé en fin de vie et où il a dit potentiellement n'importe quoi, il va vous dire telle personne a parlé beaucoup de la vitamine C et a eu le prix Nobel à cette occasion, alors que c'est pas du tout, c'est des événements qui sont décorrélés, et il dit souvent beaucoup de bêtises, même si
il dit de manière très convaincante, et c'est ça qui est problématique. C'est ça qui est problématique, évidemment, on va y revenir. Un mot quand même sur depuis quand sont apparues ces intelligences artificielles accessibles au grand public, la démocratisation de l'intelligence artificielle. Alors, la démocratisation est très très récente parce qu'en fait, elle dépend des capacités de calcul. Et les capacités de calcul ont fait un bond énorme récemment. Elle dépend aussi de l'accessibilité des données, puisque c'est comme c'est un apprentissage statistique, ça a besoin de beaucoup de données. Et ça, il y a eu un bond très récent, notamment avec les réseaux sociaux et tout ce qui se passe sur Internet, sur l'accessibilité de données ouvertes. Et donc, ce n'est que depuis quelques années que ces choses-là sont accessibles, et au grand public, là, ça fait 1 an, 2 ans, enfin c'est extrêmement récent. Extrêmement récent. Alors, on va tester ChatGPT sur des choses, voilà, sur un autre genre d'exercice. On va voir s'il est mieux adapté à ce type d'opération. Par exemple, ChatGPT, il fait très froid ce matin, est-ce que tu pourrais m'écrire un poème en alexandrin sur le froid? Les nuits sont glaciales, le vent s'engouffre, faisant frissonner la ville endormie. Les rues désertes, seuls résonnent les souffles. Des rares passants pressés. C'est génial. Quand même. C'est totalement bluffant. Alors, j'ai testé, donc je le fais pas ce matin parce que ça va être un petit peu trop long, mais évidemment, je peux demander à ChatGPT de m'écrire une disserte de philo ou une disserte d'histoire. Là, s'il nous la déroule en entier, on va aller jusqu'au bout de l'émission, mais ça marche vraiment très très bien. Ça signifie que ChatGPT, les étudiants t'utilisent pour tricher tous azimuts. Il y a même eu une double page dans le Parisien aujourd'hui en France qui s'en est alarmée. C'est grave. Il est vrai que certains étudiants peuvent utiliser des modèles de traitement du langage comme moi pour tricher sur leurs devoirs ou leurs examens en générant des réponses ou des travaux à partir de mes réponses. Il est important pour les étudiants de comprendre que leur réussite doit être basée sur leur propre travail et leur propre compréhension des matières enseignées. Voilà, alors David Chavalarias, vous qui êtes directeur de recherche au CNRS, ça pose quand même derrière ça une question cruciale, indépendamment de la triche dans les universités. C'est comment on distingue le faux du vrai? Tout à fait, c'est-à-dire comment on distingue un texte écrit par un être humain et un texte généré par l'intelligence artificielle? Tout à fait, et en fait, comme on entraîne ces intelligences artificielles sur des masses de données de plus en plus grandes, et qu'on construit ce qu'on appelle donc des modèles informatiques avec de plus en plus de paramètres, elles sont de plus en plus réalistes. Là, ce modèle de ChatGPT 3 est quasiment indistinguable de ce que dirait un humain, modulo donc les erreurs assez flagrantes de temps en temps. Enfin, les humains font des erreurs aussi. Et les humains font des Ouais. erreurs aussi. Et donc, le risque, on va dire, la crainte qu'on peut avoir, c'est que dans pas mal d'espaces où on s'exprime de manière écrite, que ce soit les réseaux sociaux, le mail, etc., on va avoir l'introduction d'intelligence artificielle dont qu'on ne pourra pas distinguer d'humain, et donc on ne pourra pas savoir si en face on a un humain ou un robot. Et par exemple, sur les réseaux sociaux, on peut s'attendre... C'est déjà le cas, mais pour l'instant on peut à peu près les détecter, mais avec le temps, notamment avec l'arrivée de ce genre de modèle-là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des milliers de faux comptes, ouvertement ou pas, ça peut être des comptes juste de support utilisateur ou pas, qui vont inonder les espaces sociaux. Mais ça veut dire que ChatGPT 3 peut mettre de l'humour, peut mettre du coup de gueule, peut mettre de la colère, peut mettre du lyrisme dans son discours. Tout à fait. Si par exemple, en fait, vous pouvez même lui dire parle-moi avec humour de tel sujet, ou raconte-moi, dis-moi quels sont les arguments contre le réchauffement climatique. C'est merveilleux, mes amis. ChatGPT, là, ça va nous servir beaucoup. Fait que ceux qui font des recherches avec ChatGPT ou Google, ça revient à la même chose. Fait que on va beaucoup avoir de l'avancement avec ça. C'est une belle affaire, ChatGPT, là, pour faire des recherches. Moi, je trouve ça fantastique. Fait que ceux qui veulent faire des recherches, ChatGPT ou Google, les deux ensemble, c'est merveilleux. Fait que l'intelligence artificielle, c'est ce qui s'en vient. Malheureusement, ça va nous dépasser, nous autres, les êtres humains. Ils vont nous remplacer bientôt.